Alors aujourd'hui, une vidéo nauséabonde. Ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas de l'extrême droite de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Je vais parler du caca. Ce n'est pas vraiment mon habitude, mais je vais rebondir sur l'actualité récente. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes au sein d'une campagne électorale pour les élections présidentielles qui est relativement détestable. Notre président a eu un mot très amusant concernant une certaine partie de la population française, quoique partie extrêmement minime. Néanmoins, le mot est important. Ce mot, c'est emmerder. Alors pour rebondir sur ce mot, j'ai eu envie de remonter les siècles et de comprendre ce que ça voulait dire emmerder exactement. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo consacrée à la matière fécale. J'ai nommé le caca, une fois n'est pas coutume. Alors si vous avez envie de vous enfoncer dans les emmerdes jusqu'au bout comme moi, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Balian Taillefer, forgeron médiéviste et historien amateur ou le contraire. Bienvenue dans un beau pays qui s'appelle l'absurdie. Alors comme je vous le rappelle à chaque fois, abonnez-vous à cette chaîne si le contenu vous plaît. Partagez cette vidéo, mettez des likes. Comme vous le savez, l'engagement de chacun est important. Vous êtes important pour le développement de ma chaîne. Un grand président de la 5e République a dit « Il faut arrêter d'emmerder les Français ». Ce grand président, c'était Georges Pompidou, le 2e président de la 5e République. Un vrai gaulliste, un homme d'honneur, un homme bienveillant. Georges Pompidou a été le premier ministre du général de Gaulle et ensuite, au départ des affaires politiques de celui-ci, il est devenu le 2e président de la République. Je réaliserai un jour une vidéo sur cet homme parce qu'il symbolise l'ascenseur social et la méritocratie à la française. C'est-à-dire que c'est un homme qui vient d'un milieu populaire extrêmement pauvre, du Cantal, qui est passé par le lycée La Pérouse à Albi, où avait officié un grand homme également, j'ai nommé Jean Jaurès, et ensuite il a gravi les échelons de la méritocratie républicaine, pour finir par la suprême fonction, la présidence de la République. Malheureusement, cet homme a eu un destin tragique. Il a eu un cancer et il est mort à la fin de son mandat, remplacé par le président Giscard d'Estaing. Bref, j'en parlerai une autre fois. Toujours est-il que, concernant des nouvelles réglementations sur l'automobile, Pompidou a dit, hors caméra, à son conseiller du moment, Jacques Chirac, il faut arrêter d'emmerder les Français. Comme vous l'avez vu, notre président actuel a repris la formule un petit peu plus trash. Qu'est-ce que ça signifie emmerder exactement ? Alors, exactement, ça veut dire couvrir de merde. Et il y a des précédents. À partir de l'Antiquité, les hommes ont compris qu'ils pouvaient se servir de certaines substances pour mener leur guerre, notamment lors de sièges. Par exemple, au 2e millénaire avant Jésus-Christ, au Moyen-Orient, en Perse exactement, des Hittites se sont servis de cadavres en décomposition qu'ils ont lancés au-dessus des murailles de leurs adversaires, pour y semer la mort par épidémie. De même que les puits pouvaient être empoisonnés pour asservir une population ou limiter le déplacement d'une armée en campagne par de la matière fécale ou par des cadavres en décomposition. Je n'ai pas de source exacte concernant cet usage. Néanmoins, il ne me paraît pas stupide de penser que lorsque les guerriers décochaient leurs flèches ou leurs carreaux d'arbalète, ils pouvaient avoir préalablement trempé la pointe dans de la matière fécale. D'où le terme emmerder son adversaire, le couvrir de merde. Imaginez donc bien qu'une pointe comme celle-ci, donc vous reconnaissez tous la pointe, la flèche anglaise avec le bodkin, vous pensez bien que si l'on enduit la pointe avec de la matière fécale, lorsque celle-ci va pénétrer dans le corps de l'adversaire, elle va y semer tout un tas de germes pathogènes. Germes pathogènes qui vont amplifier les risques de tétanos, de nécrose ou d'empoisonnement du sang. Néanmoins, même si je peux imaginer cet usage, comme je vous le dis, je n'ai pas trouvé de source exacte le concernant. Mais c'est pas très difficile à imaginer. Alors il faut quand même dire une chose très importante, c'est que lors des batailles de la guerre de 100 ans, les troupes anglaises et galloises, avec leurs archers, n'avaient pas besoin d'utiliser ce subterfuge, car il suffisait de
planter les flèches dans le sol, sol qui était souvent labouré et enrichi avec du fumier animal. Et le fumier animal, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse la réponse. Alors à présent, passons à une autre époque. On va laisser de côté cette flèche médiévale. Nous arrivons au XXe siècle et à la guerre du Vietnam. Guerre du Vietnam qui a sévi officiellement entre 1965 et 1975, avec un retrait américain autour des années 70-72. Je dis bien officiellement, parce qu'il y a eu des conseillers militaires américains dès 1961-62, ordonnés par le président Kennedy, et bien évidemment, après 1971, départ de l'armée américaine du Vietnam, l'armée sud-vietnamienne a continué à être aidée par des conseillers militaires américains. Lors de cette guerre d'embuscade de guérilla, les soldats de l'armée nord-vietnamienne et les soldats du Viet Cong, c'est-à-dire les guérilleros communistes du Vietnam du Sud, ont utilisé énormément de subterfuges pour tuer leurs adversaires américains. Souvenez-vous, vous avez affaire à une guerre du faible au fort, c'est-à-dire que toute la puissance américaine va se déployer au Vietnam, notamment avec des bombardements stratégiques intensifs par les immenses super forteresses américaines, j'ai nommé les B-52, qui vont lancer un tonnage de bombes inédit sur ce pauvre pays. En effet, durant la campagne du Vietnam, il y a eu plus de bombes déversées sur le pays que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Alors les Viet Cong, eux, devaient se débrouiller avec pas grand-chose. Une Kalachnikov, quelques chargeurs et leur imagination. Et comme vous le savez, l'homme est extrêmement intelligent pour imaginer la mort de son adversaire et inventer de nouveaux moyens de destruction. Alors les Viet Cong ont conçu un nombre fantastique de pièges, des pièges très simples, avec des bambous acérés, le bambou ne manquant pas au Vietnam, et aussi avec des clous. Les Viet Cong ont créé ce piège extrêmement simple d'une planche à clous. Alors il faut imaginer cette planche déposée au fond d'un trou qui va être camouflé sur un chemin sur lequel vont automatiquement passer des GI de l'armée américaine. Alors, imaginons que nous ayons creusé un trou dans le sol. Comme nous sommes chez moi, c'est un peu compliqué. Donc ce carton symbolisera le trou. Durant la guerre, les Viet Cong creusent des trous, ils posent ce genre de planche au fond et dissimulent le tout avec des feuilles, tout ce qu'on peut imaginer. Alors quand le soldat arrive, voici donc notre soldat, la ranger du soldat. Que va-t-il donc se passer? Il va marcher sur la couverture végétale, son pied va s'enfoncer et il va se prendre les clous qui vont traverser sa ranger. Mais les Américains n'étant pas stupides, ils placèrent une plaque de métal à l'intérieur de la semelle, ce qui fait que les clous ne pouvaient plus traverser. Alors les Viet Cong, qui sont encore moins stupides, ont encore inventé autre chose. Ils ont inventé un dispositif, et voici donc le nouveau dispositif que les Viet Cong ont inventé. Quand vous posez le pied ici, à ce moment-là, les plaques vont se refermer au-dessus, pas sur le côté. Cela se passe donc à peu près comme ceci. La Rangers vient donc, le trou est creusé comme d'habitude, les plaques sont placées à l'intérieur et le gars arrive. Le gars arrive avec sa Rangers et ses pieds sont transpercés par au-dessus, comme ceci. Facile. Voilà donc comment les Viet Cong pouvaient emmerder leur adversaire américain. Imaginez le nombre de maladies graves et d'amputations qui ont pu être amenées par un piège aussi simple que celui-ci. Pour en finir avec cette notion de matière fécale, j'ai envie de vous décrire une expression très simple que tout le monde utilise quasiment chaque jour. Quand vous rencontrez un ami, une connaissance, vous lui dites « Comment allez-vous » Que signifie ceci? Il faut remonter sous l'Ancien Régime, exactement la période de la cour de Versailles, avec le roi Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. À l'époque, les nobles se gavent littéralement de gibier. Gibier qu'ils chassent eux-mêmes ou qui sont chassés par leurs serviteurs. La chasse étant le grand jeu de la noblesse française. Les nobles donc mangent énormément de viande, souvent de la viande faisandée, et du pain. Très peu de légumes, contrairement au bas peuple, lorsque celui-ci n'est pas touché par les famines innombrables du XVIIIe siècle. Famine et risque de famine qui entraîneront, entre autres choses, la Révolution française de 1789. Alors donc, avec ce régime alimentaire très riche et pauvre en fibres, les nobles
de la cour de Versailles ont énormément de risques d'occlusion intestinale. Occlusion intestinale qui peuvent mener à des péritonites et à la mort. Alors évidemment, la grande préoccupation de tous ces nobles, c'est de bien aller à la chaise percée. Car à cette époque, on se libère du poids de ses entrailles en public. Il y a par exemple chaque soir la cérémonie de la chaise percée. Donc le roi s'y assit, il fait ce qu'il a à faire et il a sa cour très proche qui a l'honneur d'assister à la chose. Je vous laisse imaginer. En tout cas, le problème pour chaque noble est donc d'avoir un bon transit intestinal pour éviter ce genre de désagrément médical. Alors, à la cour, lorsque les nobles se rencontrent, chacun a cette expression. Comment allez-vous à la chaise percée? Qu'on pourrait traduire par est-ce que vous avez un bon transit intestinal? Donc, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez comment allez-vous, ça veut dire littéralement est-ce que vous allez bien aux toilettes? Voilà. Et bien voilà, je referme le chapitre sur la matière fécale. J'espère que cette vidéo ne vous a pas trop dégoûté. Elle me semblait amusante à faire et j'espère vous avoir appris de petites choses. Comme vous le savez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, parler de moi. Et je vous dis à la prochaine fois pour la dernière partie de la série sur le film The King. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.